Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans Bienvenue en Ile-de-France, votre rendez-vous quotidien consacré à votre région et diffusé comme tous les jours sur Le Figaro TV. Il y a du changement en vue pour les municipales. La loi PLM pour Paris, Lyon, Marseille a été adoptée ce jeudi par l'Assemblée. Elle change les règles pour les élections de mars prochain. Quel sera son impact? La droite sera-t-elle ou non avantagée? Trois invités autour de moi pour en parler. Guillaume Tabar, François-Marie Didier et Philippe Moreau-Chevrolet, je vous les présente dans un instant. À Paris, l'histoire se cache à chaque coin de rue et parfois, surtout là où on ne l'attend pas. Pascal Varechka est historien, nous nous baladerons avec lui dans les rues de la capitale et si vous pensez connaître votre ville, vous risquez bien d'être surpris. Enfin, comme chaque vendredi, Françoise Dargent nous partagera ses idées de sortie pour cet été, des expos, des festivals, des théâtres. Il y en aura pour tous les goûts, c'est promis. Soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. Cette fois, c'est fait. La proposition de loi dite PLM pour Paris, Lyon, Marseille a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale ce jeudi. Elle modifie la façon dont les maires de ces trois villes seront élus lors des élections municipales de mars prochain. Pour en parler, trois éminents invités autour de moi. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour Allemand. On ne vous présente plus, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Bonjour François-Marie Didier. Bonjour. Conseiller du 20e arrondissement, membre de Changer Paris et soutien de Rachida Dati. Et puis bonjour Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour. Consultant en communication politique et professeur à Sciences Po Paris. Alors, cette loi PLM, qu'est-ce que ça change concrètement? Guillaume, vous étiez déjà venu sur notre plateau il y a quelques semaines pour nous en parler quand la loi était encore en discussion. Mais donc, pour récapituler, à Paris, aux prochaines municipales, pour les électeurs, les électrices, il n'y aura pas deux bulletins à rentrer dans l'urne. Il y en a pas un, mais deux, justement. Oui. Alors, le changement majeur introduit par cette loi, c'est que jusqu'à présent, à Paris, Lyon, à Marseille, les électeurs votaient pour les conseillers municipaux qui composaient le conseil municipal de Paris, de Lyon et de Marseille, dans le cadre des arrondissements ou de secteurs. À Marseille, ils sont regroupés par deux. À Paris, les 4 arrondissements du centre ont été fusionnés dans un secteur unique. Mais voilà, en gros, par arrondissement. Désormais, il y aura une liste unique, une liste commune sur l'ensemble du territoire de la ville, comme c'est le cas dans la totalité des autres communes de France, à ceci près bien sûr que Paris, Lyon et Marseille étaient les 3 villes à disposer d'arrondissements. Donc, une sorte de simplification, on vote désormais à l'échelle de la ville elle-même, puisque c'est le maire de la ville qui va être désigné, on dit que le périmètre c'est celui de l'ensemble de la ville, mais vous l'avez précisé, puisqu'on veut préserver la spécificité des arrondissements et donc conserver les conseils d'arrondissement qui existent aujourd'hui déjà, eh bien il y aura effectivement 2 bulletins, un où on élira la liste des conseils municipaux, lesquels vont élire ensuite le maire de chacune de ces 3 villes, et un deuxième bulletin pour élire les conseillers d'arrondissement de chacun des arrondissements concernés. Alors, beaucoup de réactions politiques, évidemment, suite à ce vote. Je voudrais d'abord vous faire entendre Rémi Féraud pour le Parti Socialiste. Il est très remonté, écoutez. Ce débat, ce texte aura été assis sur une pyramide de mensonges depuis le départ. Le mensonge selon lequel le maire de Paris aurait parfois été élu par une minorité. Chacun sait que c'est faux. Le mensonge disant que ce texte permettrait aux Parisiens ou aux Lyonnais ou aux Marseillais d'élire directement leur maire. Le scrutin reste évidemment indirect. Il s'agira d'élire un conseil municipal. Eh bien, franchement, l'unité de Paris et sa décentralisation, l'unité de Paris et la proximité, une histoire politique méritait mieux que cela. Le mode de scrutin est subtil, actuel, est subtil, il est utile aux Parisiens. Vous êtes en train d'instaurer un mode de scrutin fait pour une ministre candidate, une ministre mise en examen pour corruption et trafic d'influence. J'espère que cela se retournera contre vous. Merci. Rémi Féraud, sénateur du Parti Socialiste. Autre réaction, celle de Jean-Yves Bournazel, candidat à la mairie de Paris, membre d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Je le cite, c'est une réaction qu'il a publiée sur le réseau social X. L'adoption de la réforme de la loi PLM est un progrès démocratique, écrit-il. Elle met fin à un scrutin du passé, le passé d'une majorité sortante à bout de souffle. François-Marie Didier, vous êtes, vous, membre de Changer Paris, vous soutenez Rachida Dati. Cette réforme, c'est une bonne chose ?
Écoutez, nous on se félicite évidemment de l'adoption de la réforme de la loi PLM par l'Assemblée nationale, puisque c'est une aspiration des Parisiens, des Marseillais, des Lyonnais. Les derniers sondages disaient que 91% des Parisiens étaient favorables à cette réforme. J'entends Rémi Féraud qui parle de mensonges, lui aussi utilisait mensonges. Personne n'a jamais dit qu'on allait élire directement le maire de Paris par cette réforme. Évidemment que ce sont les conseillers de Paris qui élisent le maire de Paris. Ce sera le cas avec la réforme et c'était le cas dans le cadre précédent. Mais évidemment que ça va dans le bon sens puisqu'on avait une exception à Paris, à Lyon et à Marseille. Aujourd'hui, on revient dans le droit commun et ce sera une élection plus directe de la part des Parisiens. Moi, je suis élu dans l'Est parisien. Dans le 20e. Dans le 20e. Typiquement, dans le 20e, alors c'est un arrondissement qui est plutôt à gauche. Enfin, aux dernières élections, c'est peu de le dire. Je vois Guillaume Tabar qui sourit, mais largement à gauche sur des dernières élections municipales. Pour vous, est-ce que ça peut changer la donne, du coup ? Moi, ce qui est sûr, c'est que je vous dis, c'est une avancée vraiment démocratique, parce qu'on va avoir davantage d'électeurs. Je suis convaincu que des électeurs de droite dans l'Est parisien n'allaient pas voter le dimanche, jour d'élection, parce qu'ils se disaient « mon vote ne sert pas à grand-chose, puisqu'on vote pour un arrondissement et ça ne changera pas la donne ». Et idem pour des électeurs de gauche dans des arrondissements plus à droite et donc de l'Ouest parisien. Donc moi, je crois que ça va dans le bon sens. On va vers le droit commun et c'est surtout une aspiration des Parisiens. Ça, il faut en tenir compte. Je considère que ce que dit Rémi Féraud, je le condamne parce qu'il faut aussi écouter ce que demandent les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais. Et plus direct parce que Guillaume Tabar l'a dit tout à l'heure, il y aura donc deux votes séparés. Il y aura 2 urnes. Voilà, exactement. Alors, Philippe Moreau-Chevrolet, il y a donc cette loi PLM, on va continuer à en parler, mais il y a eu d'autres changements récents. En avril dernier, l'Assemblée nationale a changé les règles pour les communes de moins de 1000 habitants pour les prochaines municipales. On pourrait là aussi y revenir en détail, mais est-ce que c'est habituel de changer comme ça toutes les règles Là, on est à 9 mois des prochaines municipales. C'est fréquent dans toutes les démocraties du monde. On change la taille des circonscriptions. Aux États-Unis, c'est des champions, par exemple. Les républicains au pouvoir vont changer dans leur sens. Les démocrates font la même chose. Donc, on tripatouille, comme on dit, les circonscriptions. Le gerrymandering, c'est ça? Je crois que c'est un nom, c'est exactement ça, bravo, le gerrymandering. Et sur les changements qui sont intervenus en France jusqu'à présent, c'était plutôt pour la parité. C'était plutôt pour éviter le cumul, c'était plutôt dans le sens, on va dire, un sens progressiste souhaité par la population. Là, on est dans autre chose. Sur Paris, on est dans une possible disparition du Parti socialiste, qui est essentiellement un parti municipal aujourd'hui. Donc là, c'est lui qui est principalement le grand perdant, d'où la réaction très énervée du Parti socialiste. Le grand perdant de cette opération, à Paris, à Marseille, c'est le grand perdant ? Parce qu'il risque de perdre beaucoup dans cette opération. À Paris, par exemple, Anne Hidalgo, elle avait beaucoup de défauts, elle était très critiquée, mais elle était réélue parce qu'il y avait un contrôle du territoire qui était fait très efficacement par le Parti socialiste entre 2 élections. La droite, et je ne vous insulte pas en disant ça, mais en général se réveillait 1 an avant en disant voilà, on va mettre NKM, on va mettre un candidat. C'est pas une élection qui se joue jusqu'à présent à la tête du candidat. Le candidat, il n'est pas accessoire, mais quasiment. Voilà, c'est une élection de territoire avec des batailles arrondissement par arrondissement. Là, on change la donne. Ici. Là, ça sera une bataille avec quand même. Est-ce que c'est Rachida Dati qui plaît beaucoup à une certaine catégorie de l'électorat parisien? Est-ce que ça va être plutôt Bournazel? Parce qu'excusez-moi, pour l'instant, il y a encore 2 candidats à droite qui plaît encore à une autre catégorie de la population de droite parisienne. Ou est-ce que ça va être Emmanuel Grégoire qui part avec le désavantage d'être moins connu quand même que Rachida Dati? On retombe dans une élection. Vous voyez, qui est plus un match de boxe que ce qu'il y avait avant, qui était plus un jeu de go, voilà, pour simplifier. Et ça peut changer des stratégies politiques, parce que justement, revenons à Paris, Guillaume Tabar, vous avez fait le test, vous avez fait la projection, on peut d'ailleurs la lire dans le Figaro du jour, vous avez regardé qui aurait pu être élu maire de Paris en 2020 avec les résultats qu'on connaît. Alors regardez cette carte d'abord, donc c'est la carte des résultats en 2020, arrondissement par arrondissement. Et puis une fois que vous avez regardé cette carte, je vous de regarder la projection que vous avez faite, Guillaume. On voit ce qu'aurait donné le résultat en 2020 avec ces nouvelles règles, cette fameuse loi PLM. Et on voit qu'en pourcentage, c'est extrêmement serré. On est à 49,75% pour la droite et le centre, et 50,25% pour la gauche. Alors, il faut préciser qu'on est dans une hypothèse... arithmétique, voilà, qui supposerait qu'effectivement,
toutes les voix de la droite et toutes les voix de l'ex-majorité macroniste se soient additionnées. On sait bien que dans une campagne, il y a une logique différente et que lorsqu'on fait une liste unique, parfois il y a des perditions. Donc c'est très conditionnel, on est d'accord, voilà. C'est une hypothèse. Et puis c'est arithmétique, c'est bon. Mais l'intérêt, c'est qu'on voit que ça se joue à très peu et le risque, pour les deux camps, c'est que avec le nouveau mode de scrutin, celui qui aura une voix de majorité, il aura une majorité très forte. Vous voyez, 103 sièges contre 60, alors qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo, qui en voix a été majoritaire par rapport à la droite, a une majorité plus resserrée au sein de l'actuel Conseil de Paris, parce que précisément, il y a des arrondissements et des gros arrondissements comme le 15e ou comme le 16e qui sont à droite, donc il y avait cet équilibre. Et il faut préciser aussi que c'est pour ça que dans la loi, ces promoteurs ont abaissé la prime. La prime, c'est le nombre de sièges qui sont attribués à la liste arrivée en tête pour lui permettre de disposer d'une majorité au sein du Conseil. Partout ailleurs, elle est de 50%. Et on voit bien que si à Paris on applique cette prime de 50%, cette fois-ci, là, le vainqueur aurait quasiment presque les 3/4 du Conseil pour lui. En mettant une prime à 25% uniquement, les députés vont dire on veut quand même qu'une certaine diversité soit respectée au sein du Conseil. Voilà. Dans votre chronique, Guillaume Tabar, dans votre chronique dans le Figaro du jour, vous dites, et vous vous basez sur cette projection que vous faites, vous dites, ce mode de scrutin, effectivement, ça change un petit peu les règles du jeu, mais un mode de scrutin ne fait pas l'élection, dit autrement, pour la droite, c'est pas gagné. Oui, un mode de scrutin ne fait pas l'élection, d'abord parce que, et Philippe le rappelait à l'instant, souvent, lorsqu'une majorité a voulu modifier les modes de scrutin ou refaire des découpages, ça s'est parfois retourné contre elle, parce que, à tort ou à raison, les gens ont le sentiment de dire s'ils changent les règles, c'est que c'est pour tirer la réalité dans l'avantage. Bon, c'est vrai que par définition, un mode de scrutin, il n'est ni bon ni mauvais. Il y a juste des avantages et des inconvénients liés à chaque mode de scrutin. Là, le fait que les macronistes et la droite approuvent ce scrutin et que les socialistes soient vent debout contre, montre bien clairement qu'il y en a qui disent ce mode de scrutin peut nous arranger, d'autres qui disent il peut au contraire être mauvais pour nous. François-Marie Didier, est-ce que vous allez, avec le vote de cette loi PLM, vous allez changer votre stratégie pour les municipales ? Déjà, j'aimerais dire quand même qu'il n'y a pas de tripatouillage électoral. Cette loi, elle quand même a été déposée en fin 2023, donc il y a eu des consultations, des concertations, peut-être que certains n'ont pas participé, mais c'est une loi quand même qui n'a pas été décidée il y a quelques jours, elle a été votée il y a quelques jours, mais elle n'a pas été décidée il y a 2 mois, donc il n'y a pas de tripatouillage électoral. Deuxièmement, je me rappelle en 2022, moi avoir été candidat à des élections législatives, comme d'autres candidats, les Républicains à Paris, et nous avions tous dans notre programme, on demandait à ce qu'on réforme la loi PLM. C'était mon cas dans le 20e arrondissement, mais c'était aussi le cas de Francis Piner, par exemple, qui aujourd'hui est opposé à cette loi PLM, mais qui était favorable à cette loi PLM en 2022. Donc nous, on dit que c'est une avancée démocratique, je le répète, une aspiration des Parisiens, donc il fallait le faire. Mais vous n'allez pas changer de stratégie pour autant ? La stratégie, comme le disait Guillaume Tabar, on va avoir 2 urnes. Donc on va avoir une élection parisienne, beaucoup plus claire, mais on va aussi avoir des élections dans les arrondissements, puisqu'on va aussi élire un maire d'arrondissement et un conseil municipal dans chaque arrondissement à Paris. Donc la stratégie, évidemment, si elle est plus parisienne, ce sera un petit peu différent. Maintenant, à ce stade, ça ne fait pas forcément partie de vos réflexions. Vous vous dites, non, je crois qu'effectivement, l'élection de mars prochain continue. Je crois qu'à Paris, tout le monde attendait d'avoir une décision. Effectivement, elle est encore soumise à... Il y a des recours qui ont été déposés devant le Conseil constitutionnel, et je pense que vous allez y venir, mais donc on saura véritablement dans 1 mois si cette loi est définitivement adoptée. Voilà, la stratégie, elle se construira évidemment. C'est différent si on a le système avec PLM nouveau et l'ancien système. Ce ne sont pas évidemment les mêmes élections. Est-ce que vous pensez du coup que Rachida Dati a aujourd'hui, puisque vous la soutenez, aujourd'hui plus de chances, je vais poser la question très directement, est-ce qu'elle a plus de chances d'être élue maire de Paris maintenant qu'avant le vote de PLM ? Je pense que c'est la seule candidate qui est capable
faire l'alternance à Paris. Bon, vous parliez répondez de pas Pierre-Yves. complètement à ma question. Non, mais vous parlez de Pierre-Yves Bournazel. J'étais venu sur ce même plateau avec Guillaume Tabar d'ailleurs déjà commenter certains sondages. Elle est en tête dans tous les sondages, sondage après sondage. C'est quand même une réalité. Elle apparaît aujourd'hui comme la première opposante à la majorité municipale depuis 2020. Nous travaillons, alors certes, nos groupes se sont séparés, mais nos thèmes aux 3 groupes sont ceux, évidemment, du programme de 2020 et tout ce qu'on a combattu ensemble depuis 2020. On est assez d'accord sur la plupart des choses. Donc oui, évidemment que Rachida Dati est la candidate, moi je dirais, naturelle pour 2026. Et je ne me suis pas engagé avec elle pour rien en 2019. C'est que non seulement je le souhaite, mais je crois qu'elle sera évidemment la prochaine maire de Paris. Philippe Moreau-Chevrolet, avantage à la droite avec potentiellement, oui, parce qu'elle sous réserve évidemment les campagnes peuvent être longues. Rachida Dati, c'est d'abord un personnage politique national qui est dans le folklore politique depuis 2007, donc ça fait une vingtaine d'années qu'elle est là, elle est très connue des Français, elle est très populaire à chaque fois qu'on fait un papier dans la presse, le papier est extrêmement lu, commenté, etc. Donc c'est un vrai personnage, elle, par rapport à Emmanuel Grégoire, elle bénéficie d'une notoriété bien supérieure. Après, c'est l'électorat parisien. Donc la seule inconnue finalement, c'est est-ce que l'électorat parisien est prêt à revenir vers la droite qu'il a connue auparavant après autant d'années de gauche, etc. En fait, la vraie question sur cette élection, ce qui va être intéressant, c'est ils vont pouvoir s'exprimer, c'est vrai, de manière du coup plus globale sur l'ensemble de la ville si c'est confirmé. Et on va voir ce qui finalement fait l'aspiration des Parisiens. Est-ce que c'est d'avoir une ville un peu musée pour le divertissement où on se balade et on a des très beaux espaces verts et on peut se balader rue de Rivoli en vélo? Ou est-ce que c'est revenir vers une cité industrieuse qui travaille, qui fait plutôt le choix d'être une cité projetée vers l'emploi, etc. C'est un vrai débat qui sera intéressant à suivre. J'espère que la droite et Emmanuel Grégoire et la gauche sauront s'affronter sur ce terrain-là. Attendez, juste Guillaume, vous vouliez réagir? Oui, pour aller dans ce sens-là, il y a bien sûr donc les logiques ensuite de rassemblement. Bon, mais il y a aussi, je pense, une question de cycle politique. À Paris, depuis que le maire est élu au suffrage universel, on a eu 4 mandats, alors 3 mandats de Jacques Chirac complétés par le mandat de Jean Tibéri, donc 4 mandatures de droite. Et ensuite, on a eu 2 mandatures de Bertrand Delanoë, suivies de 2 mandatures d'Anne Hidalgo. Donc normalement, là, un quart de siècle à droite, on passe à droite. Un quart de siècle à gauche. On peut considérer qu'un quart de siècle, c'est un cycle, et que même sans glissement de terrain politique, il peut y avoir une volonté d'alternance qui s'exprime au sein de la population parisienne. Mais n'oublions pas quand même que, évidemment, que Rachida Dati est une personnalité politique de plan national, mais elle est aussi élue locale. Elle est maire d'arrondissement depuis 2008. Elle est maire du 7e. Elle a été élue au premier tour en 2020. Elle est très appréciée par ses administrés dans le 7e arrondissement, mais elle est aussi très appréciée dans des arrondissements de l'Est. Moi, je me rappelle de la campagne de 2020, où elle est quand même venue me soutenir 20 fois dans le 20e. Je peux vous dire qu'elle était très appréciée sur les marchés. Donc elle a évidemment cette dimension, elle a aussi cette dimension locale. Et pardonnez-moi, mais si on parle du Conseil de Paris, partout dans la presse, pas seulement au Figaro, mais aussi dans de la presse nationale, c'est parce que Rachida Dati est là et parce qu'elle pose aussi sur la table les vrais sujets depuis 5 ans. Enfin, c'est aussi, je veux dire, on se présente à un scrutin local, certes global, et tant mieux, enfin en tout cas moi c'est mon avis, mais c'est une élue locale depuis 2008. Et c'est une nouveauté aussi, puisque nous avons eu des candidatures de NKM effectivement en 2014 qui n'étaient pas élues. Qu'est-ce qui vous différencie de Bournazel alors? C'est quoi les différences? Écoutez, ce qui nous différencie, nous, on travaille sur un projet. On commence sur la le campagne. Sien. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est une vraie question. Parce que Bournazel a fait son lancement de campagne avec Édouard Philippe. Alors, je vous laisse répondre et puis on viendra sur le Conseil constitutionnel parce que cette loi PLM est encore complètement enterrée. Je ne suis pas là pour opposer Rachida Dati à Pierre-Yves Bournazel. Il y a forcément des sujets sur lesquels nous sommes d'accord. Il a souhaité être candidat, c'est son choix. Voilà, moi, c'est pas mon candidat et je pense pas que sa candidature ira au bout. Je pense pas que Pierre-Yves Bournazel sera maire de Paris. Après, s'il veut se présenter, il fait ce qu'il veut. Moi, je soutiens Rachida Dati depuis 5 ans. Je pense qu'elle a le meilleur projet. Elle le démontre depuis 5 ans en Conseil de Paris. On travaille évidemment sur un projet qui plaira à une majorité de Parisiens. Mais vous soutenez Rachida Dati et aujourd'hui, Bournazel est également candidat. Guillaume, il reste quand même encore un obstacle pour que cette loi PLM soit adoptée.
c'est le Conseil constitutionnel. Oui, alors c'est une étape de plus en plus fréquente concernant toutes les lois. Je veux dire que, puisque vous savez que 60 députés peuvent saisir le Conseil constitutionnel, toutes les grandes lois, c'est vrai du budget, mais la plupart des lois, je pense récemment à la loi immigration, ça, bon, tout texte, en tout cas, qui a fait l'objet d'un débat politique et même de polémiques politiques, est transmis au Conseil constitutionnel. Donc, la procédure, elle est normale et habituelle. Après, les motifs qui sont mis en avant, bon, il y a toute une liste. Le Conseil constitutionnel, pardon, Guillaume, mais qui vérifie du coup la constitutionnalité des dispositions. Bien sûr, il faut le rappeler, le Conseil constitutionnel n'est pas là pour dire le mode de scrutin est bon ou mauvais, il est juste là pour dire si les termes de la loi sont conformes à la Constitution. Alors, il y a plusieurs motifs invoqués par les LR du Sénat. Ça, le paradoxe, c'est que la loi est soutenue par Rachida Dati et la droite, une grande partie de la droite parisienne, en tout cas des députés parisiens, mais les sénateurs LR avaient voté contre, et c'est eux qui transmettent la loi devant le Conseil constitutionnel. Pour résumer, il y a 3 arguments qui mettent en avant. Le premier, c'est cette fameuse prime en sièges, puisque, on le disait tout à l'heure, c'est pas 50% des sièges qui sont attribués à la liste gagnante, mais 25% uniquement. Argument, rupture d'égalité. Pourquoi ailleurs c'est 50 et ici c'est 25 ? Bon, on pourrait déjà dire que le mode de scrutin d'avant n'était pas le même que celui dans les autres villes, que jusqu'à la dernière loi qui a été votée récemment, dans les villes de moins de 1000 habitants, il n'y avait pas non plus, et pourtant la plupart des communes font moins de 1000 habitants, il n'y avait pas ce scrutin de liste avec parité obligatoire sur la liste. Donc l'inégalité dans le mode de scrutin, elle existait déjà. Donc je ne suis pas sûr que cette différence de prime suffise à dire que c'est inconstitutionnel. Le deuxième argument, qui est plus technique mais peut-être plus solide, c'est sur le fait que désormais on va avoir une assemblée spécifique élue au suffrage universel, les conseils d'arrondissement. Jusqu'à présent, on élisait globalement dans un arrondissement pour une liste, et puis certains élus siégeaient au Conseil de Paris, d'autres élus siégeaient au Conseil d'arrondissement, mais il y avait une seule élection. Là, il y aura une élection spécifique pour les conseils d'arrondissement, alors même qu'ils ne font pas l'objet de pouvoirs nouveaux. Voilà. Donc, il y aura même 3 votes différents, on ne l'a pas dit parce qu'on s'intéresse principalement à Paris-Île-de-France, mais à Lyon, il y aura même 3 votes. À Lyon, il y a aussi une métropole et on est les conseillers métropolitains. Mais, à Paris aussi. L'idée... Oui, alors ce ne sera pas comme à Lyon, évidemment. Voilà. Donc l'argument mis en avant, c'est de dire, attention, on va lire une assemblée qui n'a pas de pouvoir spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut être entendu. Enfin, le troisième argument, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est sur le délai entre le vote de la loi et le scrutin lui-même. Il faut savoir que cette fameuse mention de « on ne touche pas un mode de scrutin dans l'année qui précède une élection », initialement, c'était une simple coutume. Ça finit par être inscrit dans le code électoral, mais ça n'a jamais fait l'objet d'une loi, et encore moins, ça n'a pas été inscrit dans la Constitution. Donc il n'y a pas d'obligation. Et on peut juste rappeler, puisqu'il est question de Paris, de Lyon et de Marseille, là on dit, on vote la loi, on est en juillet, l'élection aura lieu au mois de mars. La fameuse loi PLM qui a été abrogée, elle avait été votée en décembre 82 pour un scrutin qui avait lieu en mars 83. Donc le délai était encore plus bref. Et l'histoire se répète un petit peu aussi. Vous avez dit quelque chose, Guillaume, sur lequel j'aimerais revenir et qui est intéressant, c'est que cette loi, elle était âprement débattue, et on en a déjà parlé ici, mais entre d'un côté l'Assemblée nationale, qui était plutôt pour le dire très, très vite, et le Sénat qui était plutôt contre. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette opposition, sachant que là, on dépasse les clivages gauche-droite ? Oui, alors... dans la différence d'appréciation interne à la droite, il y a une explication d'abord locale, qui est qu'il y a des maires d'arrondissement de droite, le 6e, le 7e avec Rachida Dati, le 8e, le 15e, le 16e, le 17e, et que aujourd'hui, les maires d'arrondissement LR, ils sont certes minoritaires au niveau municipal, mais ils sont patrons chez eux. Et parfois... c'est plus agréable de dire, bon, d'accord, on n'a pas le pouvoir à l'hôtel de ville, mais j'ai ma mairie d'arrondissement à moi, je pèse davantage. C'est peut-être plus valorisant que d'être noyé dans un grand ensemble qui peut être ou majoritaire ou minoritaire. Et puis l'autre argument, alors là qui est encore plus technique, c'est que vous savez que de la composition du Conseil de Paris dépend le corps électoral pour désigner les sénateurs. Les sénateurs sont élus par ce qu'on appelle des grands électeurs. Chaque conseil de Paris dispose, je crois, de 14 voix. Bon. Donc voilà, lorsqu'on est sénateur ou candidat au Sénat, on va voir les conseils de Paris, on dit, bah là, tiens, on essaye de se faire élire de cette manière-là.
Donc c'est pas leur intérêt en fait, Voilà, les sénateurs. de c'est ce point ça de vue-là, donc il y a un risque pour eux en quoi qu'ils soient perdants au sénatorial. C'est pour ça que dans la discussion de la loi, dans les discussions qui ont eu lieu, le gouvernement ou les porteurs de la proposition de loi étaient prêts même à négocier un amendement spécifique pour dire on va remodifier le corps électoral des sénateurs. Ça, c'est très compliqué, très subtil. Un peu de tripatouillage là quand même pour le coup. Mais ça montre que clairement il y a des intérêts personnels qui sont en jeu et que ça dicte parfois les votes. Oui, François-Marie Didier. Moi, je comprends l'inquiétude des maires d'arrondissement. Mais là, on est en train de parler d'une loi électorale et pas une loi sur le statut de Paris. Le statut de Paris, il a été modifié en 2017. Personne n'a rien dit. On a créé l'arrondissement Paris-Centre qui regroupait le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc ça peut venir dans un deuxième temps. C'est-à-dire régler la question du pouvoir des maires d'arrondissement. Je pense que personne n'y est opposé. À commencer par tous les maires d'arrondissement, quels qu'ils soient pour ou contre la loi PLM. Aujourd'hui, un maire d'arrondissement, très concrètement, il n'a aucune prérogative. Ce n'est pas un maire de plein exercice. S'il y a un problème dans une école et qu'il doit être responsable pénalement, ce sera la maire de Paris ou ses adjoints, ce ne sera pas le maire d'arrondissement. Donc effectivement, ça doit évoluer. Mais ce n'était pas, en tout cas, l'objet de cette loi PLM. Là, on parle d'une loi électorale, pas d'une loi sur le statut et les compétences des maires d'arrondissement. Là-dessus, tout le monde, je pense, est assez d'accord mais on aura le temps de le faire. Après les élections. Philippe Moreau-Chevrolet, cette nouvelle règle du jeu, cette loi qui est permise par la loi PLM, si effectivement elle passe par les fourches codines du Conseil constitutionnel, elle favorise, et vous l'avez un peu dit tout à l'heure, potentiellement elle favorise les petits partis. Il sera plus facile pour eux de présenter des listes à l'échelle d'une ville. Est-ce que ça pourrait créer des surprises ? On pourrait avoir des surprises, oui, complètement. Pour l'instant, on estime que ça va favoriser plutôt l'opposition, parce que c'est elle qui demandait à Paris, et d'ailleurs aussi à Lyon et à Marseille, qu'on change le mode de scrutin. Mais on peut très bien avoir un effet inverse. En fait, c'est ce que disait Guillaume Tabar tout à l'heure. Quand on modifie les règles électorales, on ne sait jamais ce qu'on va avoir. C'est une boîte de chocolat, on l'ouvre, on a les surprises. C'est ce qu'expliquent tous les commentateurs électoraux. Et on peut avoir des grosses surprises. On peut aussi avoir une percée du RN dans certaines conditions. On peut avoir des résultats très étonnants. Et ça peut favoriser effectivement des partis minoritaires. Ça peut aussi favoriser les écologistes qui sont une force nouvelle. On ne sait pas très bien. Aux dernières élections, personne ne s'attendait à ce que les écologistes prennent Grenoble, Bordeaux. Enfin, c'était une inconnue totale. Donc, comme l'électorat est devenu très volatile, on ne peut pas savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, le PS, qui avait déjà perdu sa dimension et son implantation nationale, est en train aussi de perdre son implantation potentiellement locale. La seule certitude, c'est ça. Le reste, on entre dans l'inconnu. Et typiquement à Marseille, les élus, alors on sort un petit peu de Paris et de l'Île-de-France, mais à Marseille, les élus locaux s'inquiètent que ce soit le RN et LFI, et la France Insoumise qui bénéficient de ces changements de règles. Aujourd'hui, très clairement, ces deux partis, le RN et LFI à Marseille, sont minoritaires. Mais demain, ces élus locaux ont peur que ça change et qu'il y ait un gros chamboule-tout. Cette crainte, elle est fondée du coup ? Moi, je pense qu'elle est fondée parce que les meilleurs communicants aujourd'hui, c'est le RN et c'est LFI. Donc, sur des scrutins de la taille de Paris, Lyon ou Marseille, ils sont tout à fait capables de prendre en otage, entre guillemets, un scrutin, de faire exactement campagne sur des sujets extraordinairement polarisants. Et les démocrates modérés au milieu, bon, Rachida Dati est moins exposée parce qu'elle sait faire ce type de judo. Mais la plupart des élus sont des modérés qui ne savent pas contrer les populistes. Et face à des populistes, ils sont très désarmés. Du coup, c'est vrai que c'est un gros risque. On leur laisse en particulier Marseille comme terrain de jeu, avec à Marseille des gens, je suis désolé de le dire, mais extrêmement doués, du côté aussi bien du RN que de LFI, qui savent parler aux gens via les réseaux sociaux, qui savent faire des campagnes à un niveau avec une violence et une intensité qu'aucun démocrate modéré pour l'instant ne peut combattre. Donc c'est un risque. Oui. Cette loi PLM, Guillaume, est-ce qu'elle ne met pas aussi en lumière le fossé qui existe à plein de niveaux entre d'un côté les petites villes, les petites communes et de l'autre les grandes métropoles ? Alors ça, c'est vrai que par tradition, on focalise toujours l'attention nationale sur les grandes villes parce que, voilà, d'abord, ce sont les plus peuplées, donc elles plaisent plus. Ensuite, souvent, leur maire, on a eu Jacques Chirac, maire de Paris, on a eu Gaston Defferre, maire de Marseille, Gérard Collomb, maire de Lyon, donc quand même des figures qui jouaient un rôle national, donc forcément ça pèse davantage. Mais vous avez raison qu'il faut pas oublier toutes les villes, et surtout qu'on peut avoir parfois des messages électoraux différents. Je prendrai un seul exemple, les municipales de 2001, un an avant la fameuse présidentielle de 2002. Qu'est-ce qui s'était passé ?
Paris était tombé à gauche, Lyon était tombé à gauche. Deux, à Marseille était resté à Jean-Claude Godin, mais 2 des 3 plus grandes villes avaient basculé à gauche. On a dit voilà, bon. Mais inversement, ailleurs dans le pays, c'est ce qu'on avait appelé la vague bleue. Donc vous voyez, il y avait eu au niveau des villes moyennes, va-t-on dire, un vrai élan pour la droite, là où dans les plus grandes villes, il y avait eu un élan pour la gauche. Et ce qui serait intéressant, on parlait de LFI et du Rassemblement national. LFI est une force très urbaine, de plus en plus forte dans les grands centres urbains. Le Rassemblement national est une force plus de périphérie, de villes moyennes ou de petites communes, alors peut-être moins politisées, mais voilà, il serait intéressant de voir effectivement où est-ce que ces forces vont se faire remarquer. Juste un tout petit mot pour prolonger ce qu'on disait sur Marseille, et vous disiez le risque de faire le jeu ou de LFI ou de RN. Je prenais les mots des élus locaux qui sont inquiétés. Non, mais de fait, et beaucoup emploient ce mot. De mon point de vue, en démocratie, il n'y a pas de risque. Il y a des options. Alors, des options qu'on est libre de combattre, de contester, de faire battre. Ça, précisément, c'est la règle démocratique. Mais voilà, faire un mode de scrutin pour dire attention, ce mode de scrutin est mauvais parce qu'il peut faire gagner LFI ou RN, ou il est bon parce qu'il mettrait les empêcher, pour moi, ce serait fausser les choses. Un mode de scrutin se doit d'être politiquement neutre. Après, c'est les électeurs qui font leur choix. Eh bien voilà, bon mot de conclusion pour ce débat. Merci beaucoup à tous les trois, Guillaume Tabar, François-Marie Didier et Philippe Moreau-Chevrolet. Merci à vous trois, et puis bien sûr, il faudra qu'on vous réinvite pour voir ce que donnera cette campagne dans les prochains mois, cette campagne municipale pour Paris. Merci encore. Paris, justement, est une ville chargée d'histoire, vous le savez, et je vous propose à présent de nous y plonger. Il y a les lieux mythiques de Paris, la Concorde, la Tour Eiffel ou encore le Louvre, mais de nombreux grands événements de l'histoire se sont déroulés dans des lieux parfois complètement anodin. Bonjour Pascal Vareschka. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien et auteur de ce petit livre qu'on va montrer à l'écran, ce petit livre passionnant. Il s'intitule « Ça s'est passé à Paris ». C'est aux éditions, voilà, on en voit la couverture, c'est aux éditions du Parégramme. Alors dans ce livre, vous replacez les événements marquants de l'histoire de France dans les lieux où ils se sont déroulés à Paris, des événements marquant et très souvent violent par ailleurs. Il y a des assassinats, des émeutes, des exécutions, c'est pas forcément joyeux. Non, l'histoire de Paris n'est pas un long fleuve facile. Comment ? Non, c'était quoi l'expression ? Un fleuve... Un long fleuve tranquille. Non, il y a beaucoup... Ça commence par... on a beaucoup discuté avec le directeur de Parégramme pour choisir. On a choisi 140 événements. Ça commence avec les Normands qui essayaient de... Le 6 février 886, voilà, on est marteau. Et là, on a les premiers noms de héros parisiens, c'est-à-dire ils ont défendu une tour. Il y a toujours un petit pont à Paris, à côté de Notre-Dame. Dans le 5e arrondissement. Oui, alors là, c'était un pont en bois. Il y avait une tour pour protéger. Et les Vikings, ils ne voulaient pas prendre Paris parce que Paris était une petite ville qui n'avait aucune richesse. Ils voulaient les piller la Bourgogne. La Bourgogne était riche, elle. Et les Parisiens, là, le comte de Paris s'était mis en tête de leur refuser le passage. Ça a duré près d'1 an. Hein. C'est incroyable. C'est pour ça que c'est le premier événement qu'on a. Et ça ne s'est pas très bien terminé pour les Parisiens, cet épisode. Pas si mal que ça. Les Parisiens, bon, ils ont souffert le siège, mais le roi carolingien, ça s'est mal terminé par la dynastie carolingienne, parce que le roi est venu, il avait fait des promesses. À la fin, il a donné la permission aux Normands, aux Vikings, d'aller piller la Bourgogne. Et c'est pour ça qu'après, on est passé à la dynastie capétienne. Parce que le comte de Paris avait défendu Paris. Alors, vous évoquez dans votre livre des lieux connus, bien sûr, Notre-Dame de Paris, d'ailleurs, on peut commencer par elle, la cathédrale, monument emblématique s'il en est. S'y sont déroulés des moments phares de l'histoire. Henri VI y est sacré roi de France et d'Angleterre en 1431. C'est là aussi qu'en 1804, Napoléon s'est couronné lui-même empereur. S'est couronné lui-même, oui. Et... D'abord, Notre-Dame, c'est un style qui est né en Île-de-France. Il faut rappeler, c'est pas la première. C'était d'abord à Saint-Denis. Mais effectivement, c'est un élément emblématique de la ville. Et quand ça a brûlé, c'était une catastrophe. Bon, elle a été réouverte. Alors ça, c'est intéressant parce que... la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé il y a quelques années, vous voulez dire ? Oui, en 2017, c'était, oui. Elle a brûlé. Et là, le sacre du petit roi, là, il avait, je ne sais plus, il avait quoi, 10 ans. Paris, c'est sur la Seine, hein, et c'est lié
c'est entre la Bourgogne, la Normandie et l'Angleterre. Hein. Et il y a toujours Paris, c'est pas toujours la France. Hein. Là, en l'occurrence, Jeanne d'Arc était venue 2 ans avant essayer de prendre la ville. Elle n'a pas pris la ville. Elle a été blessée, elle a reçu une flèche, elle a été insultée du haut des remparts, pas par les soldats anglais qui ça les intéressait pas, mais par les bourgeois. Il y a des traces, hein, vraiment. Et elle n'a pas pris Paris. Et c'est un des éléments pour la France. Hein. Il y avait Charles VII qui était derrière, bien sûr, prudemment. Hein. Il n'a jamais pardonné aux Parisiens le fait de ne pas avoir... Et après, les rois ont commencé à aller vivre dans la vallée de la Loire, dans la vallée du Cher, Et puis ça a fini avec le grand divorce avec Louis XIV. Alors là, vous nous rebalayez toute l'histoire de France. Mais c'est ce que fait votre livre, parce que vous balayez, on l'a dit, vous commencez en 886, et puis vous terminez d'ailleurs avec l'histoire récente, vous terminez avec les Jeux Olympiques. Oui. En fait, j'étais émerveillé, pas par les Jeux Olympiques, bon, je serais très honnête, hein, je me suis enfui, mais par la lecture des journaux américains. Et c'est incroyable, comme souvent, ils se moquent des Français, et là, c'était dithyrambique. Le Los Angeles Times a dit « Qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans 4 ans, après ce qu'ils ont fait à Paris ?» Donc, oui, c'était un grand événement. Et là, alors, un grand événement, et qui était bourré de symboles à l'histoire de Paris, parce que typiquement, et vous le racontez dans votre livre, cette fameuse vasque olympique que tout le monde a pu admirer durant les JO, qui maintenant qu'on peut revoir maintenant au Jardin des Tuileries durant tout cet été, faisait référence à ce fameux vol des frères Montgolfier en 1783 dans ce même Jardin des Tuileries. Oui. Alors effectivement, ça fait partie des éléments positifs, hein, de l'histoire de Paris. On a quand même, il y a eu cette envie de voler. Alors déjà, le premier, c'était un type qui s'était fabriqué des ailes. Il habitait sur un quai, il est tombé dans la Seine. C'est pas bon, ça n'a pas marché. Après, il n'est pas mort. Mais ça n'a pas marché. Il n'est pas mort. Et donc, et on a, en plus, le ballon à hydrogène là. Par exemple, après les frères Montgolfier. C'est un extrait de votre livre, d'ailleurs. Oui, je précise. Bon, c'est intéressant parce que il y a eu le premier, c'était au château de la Muette. Là, c'était les Montgolfier. C'était leur premier essai. Oui. Et il y avait Franklin, qui était non seulement un ambassadeur américain, mais aussi un scientifique, hein, parmi la foule. Et vraiment, ça a fasciné les Parisiens. Et pour la petite histoire, j'en parle aussi dans le livre, les Montgolfières étaient entourés de papier. Ce papier était fabriqué dans une manufacture qui a été pillée et brûlée en avril 89. La Révolution a commencé avant la prise... Il y a eu plus de morts là, à ce moment-là qu'au moment de la prise de la Bastille. Un petit mot sur votre livre, Pascal Warechka, parce qu'on en voit là plusieurs pages, on va continuer à en voir bien sûr, mais comment est-ce qu'on doit l'aborder, ce petit livre? Est-ce que c'est un document historique ou est-ce que c'est plus un guide de promenade dans Paris? Non, c'est plus un guide d'histoire, un guide dans l'histoire de Paris. Parce que, disons, c'est grand public, mais j'ai essayé de donner des informations. Par exemple, c'est en 1328, l'entrée est à gauche d'ailleurs, c'est l'entrée de Philippe VI dans Paris, son entrée officielle. Bon, c'est presque un non-événement. À gauche de l'image, on va la montrer, mais... C'est presque un non-événement. Hein. Simplement... À l'école, on nous apprend que la loi Salique, etc., la loi Salique a été inventée à ce moment-là. Hein, c'est après la mort de Philippe le Bel, parce que Philippe le Bel avait 3 fils. Le premier, quand il est mort, c'était Louis X. Louis X, ça fait toujours penser à Prévert. Hein, Louis X dit Louis X, etc. Bon, sa femme était enceinte, donc on a attendu que le bébé naisse. C'était un fils, mais il a vécu, je ne sais pas, 10 jours. Mais il avait une fille. Et rien, jusque-là, en France, ne disait qu'une fille ne pouvait pas monter sur le trône. Et le premier frère de Louis X a dit « Non, c'est moi qui vais monter sur le trône ». Donc cette Jeanne a été privée de ses droits. Au début, elle avait un autre oncle qui disait Sicile. Et tout ça fait aussi partie de l'histoire de France. Alors, pardon, j'accélère un petit peu. Non, je suis bavard. Pascal Warechka, mais c'est absolument passionnant par ailleurs. Parce que je voudrais vous montrer une peinture, si vous voulez bien, une peinture dont vous parlez dans le livre. Une peinture qui se trouve à la gare de l'Est,
auxquelles Oui. on ne fait pas forcément attention, parce Non. qu'on peut courir, aller prendre son train. Et en réalité, cette peinture, on va la voir à l'écran, elle raconte un épisode marquant de l'histoire de France. Elle raconte et elle raconte pas parce que ça n'était pas après. Hein. C'est un peintre américain. En 1926, cette Oui, peinture, elle date. merci, je me rappelais pas. Le personnage central, avec des fleurs dans le canon de son fusil, c'est le fils du peintre qui est mort en 1918 au front. Mais sur cette peinture, qui n'est pas directement une peinture historique, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on voit? C'est quel épisode de Le l'histoire? départ des soldats en 1918. Alors bon, c'est très inventé parce que, dans le livre, sur la page en face, on voit les femmes qui sont derrière la grille. Les familles n'étaient pas autorisées. Les soldats étaient en civil. Ils n'avaient pas cet uniforme. Alors, c'est un uniforme, je rappelle quand même dans le livre, qui était monstrueux, parce que des milliers de soldats sont morts à cause du pantalon rouge. Hein. Et y compris d'ailleurs le fils du peintre. Oui, alors lui, il n'avait plus de pantalon rouge. Il était un uniforme américain. Hein. Mais enfin, là, je parle de ce qu'on voit. Hein. Il a représenté ces uniformes avec des... la fleur au fusil, c'était quelque chose de monstrueux parce que sur la couverture du livre, il y a justement Jaurès qui a essayé, c'est le seul homme politique qui a essayé d'empêcher la guerre. Alors encore une autre photo qui a marqué l'histoire, regardez, nous sommes rue de Rivoli. Nous sommes rue de Rivoli le 25 août 1944. Le général von Choltitz se rend aux forces de la libération. Alors là aussi, on a... Bon, à Paris, il y a beaucoup de choses qui sont légendaires. Bon, il s'est vraiment rendu, etc. Alors, il y a eu le film Paris brûle-t-il. Est-ce que Hitler a donné l'ordre à von Choltitz et que von Choltitz n'a pas suivi cet ordre? Je ne sais pas. Toujours est-il que... ou bien il n'a pas suivi l'ordre. C'est le général qui aurait pu faire sauter tous les ponts de Paris. Hitler voulait que la ville soit détruite. Oui, la Tour Eiffel, tout ça, il ne l'a pas fait. Il s'est rendu. Si c'est vrai, on aurait dû mettre une statue à von Choltitz, au moins à Paris, pour le remercier. Hein. Un dernier épisode, Pascal Wareczka, vous revenez dans votre livre sur les attentats du Bataclan, sur l'histoire récente. C'est vrai qu'aujourd'hui, on passe devant cette salle de concert presque parfois comme si rien ne s'était passé. C'est-à-dire que la vie reprend son cours. Hein. On peut pas... sinon, il y a du sang qui a coulé dans toutes les rues de Paris. Enfin, bon, il y a des plaques, hein, mais on peut pas... Et malgré tout, là en ce moment, récemment, il y a des commémorations qui ont été prévues, là, puisque... Oui, c'est pour novembre, peut-être. Et alors, par ailleurs, il y a ces événements tragiques. Dans votre livre, je précise aussi qu'il y a aussi toutes les festivités liées à Paris. C'est un peu ça l'histoire, au fond, un mélange à la fois d'événements tragiques, d'événements sanglants, et puis de festivités. La proclamation des républiques, par exemple. La proclamation des républiques, oui, ça c'est très festif. Et les sacres des rois. Quand on brûle le trône du dernier roi, c'est quand même un événement symbolique. Hein. On ne brûle pas le roi, ils ont été gentils, là, il est parti en exil. Mais les Parisiens, puisque les révolutions se passaient à Paris, hein, en 1830, ils ont été frustrés parce que Lafayette a sorti d'un chapeau un autre roi, plus gentil, mais voilà, ça s'est mal terminé aussi. Est-ce qu'on se rend compte quand on se balade dans les rues de Paris de toute l'histoire qui nous entoure ? Je ne pense pas, je ne sais pas. J'ai l'impression que non, hein, parce que Paris a beaucoup changé, puis Paris c'est une ville touristique qui vit en grande partie du tourisme, hein, il faut le dire. Donc, beaucoup de gens ne savent pas. Bon, partout, il y a des plaques qui sont intéressantes. Hein, par exemple, récemment, j'ai présenté Paris à des étudiants chinois et j'aurais montré une plaque près des arts et métiers. Il y a une plaque qui montre que les premières communautés chinoises, c'est pas dans le 13e, c'est là. Et certains étaient de retour par du front, parce que la Chine n'avait pas de soldats, mais on avait fait venir des coulis pour les secteurs anglais et les secteurs français. On leur a fait faire des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, comme creuser des tranchées ou ramasser des cadavres. Il y a des cimetières chinois dans le... Et ça, on n'a pas forcément conscience. Oui, non. Et on peut passer complètement devant sans y faire attention. Mais pour, du coup, en connaître davantage sur l'histoire de Paris, sur l'histoire des rues dans lesquelles on passe tous les jours, il faut lire votre livre. On va le remontrer à l'écran. Ça s'appelle « Ça s'est passé à Paris ». Retour sur les lieux de l'histoire. Merci. Et donc, c'est aux éditions du Parigramme, je précise. Merci encore infiniment, Pascal Wareczka, d'être venu nous raconter ces quelques petits bouts d'histoire et d'être venu nous parler de votre livre. Merci à vous d'avoir supporté mon bavardage. C'était passionnant. Allez, nous sommes vendredi. Et qui dit vendredi dit Par ici les sorties.
Et bonjour Françoise Dargent. Bonjour Alban. Rédactrice en chef aux pages culture du Figaro. Alors pour cette dernière chronique de la saison, vous nous partagez vos expos coup de cœur, de la photo à l'art moderne. Il y en a absolument pour tous les styles, pour tous les goûts. Alors on met pour commencer le cap, sans mauvais jeu de mots, sur le musée de la Marine. Oui, voilà. Alors j'ai préparé un petit... je vous parle de beaucoup d'expositions, mais la cap sur le musée de la Marine... si vous rêvez d'embrun, si vous n'êtes pas encore parti en vacances, si vous rêvez d'embrun, d'un coup de frais de la mer, il faut aller voir l'exposition qui est consacrée au photographe Jean Gomy. Alors ce nom n'est pas très connu, mais c'est un photographe de l'agence Magnum. Il est aussi peintre de la marine. C'est ce qui lui confère ce statut très particulier d'artiste qui peut avoir accès à des endroits de la marine qu'on ne visite pas d'habitude. Et il a d'ailleurs fait un grand reportage sur le Perle, qui est un sous-marin, en 2006. Et c'est assez rare. Je crois qu'il a été le premier. Et il en a tiré un documentaire. Donc voilà. Ces photos les plus marquantes, elles sont en noir et blanc. Oui, elles sont en noir et blanc. On dirait presque de la gravure. Alors, c'est vrai étonnant. qu'il travaille en noir et blanc et il va dans des endroits qui sont souvent assez sauvages, assez reculés. Donc, il montre, par exemple, la pêche. Il va pas accompagner les pêcheurs à la ligne ou en bord de mer. Il va sur les chalutiers, il s'embarque. Ce sont des huis clos. Et donc, on est dans un univers assez masculin. On a presque l'impression d'avoir les paquets d'eau qui nous arrivent sur la figure en regardant certaines de ces photos. On le voit d'ailleurs. N'en dites pas plus, je fonce directement au musée de la Marine. Ce photographe, soit dit en passant, vous le disiez un peu, mais il a documenté tous les grands événements maritimes de ces dernières années. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un photojournaliste, quand même. Magnum, c'est des photojournalistes. Donc, il a documenté les catastrophes, par exemple, le naufrage de la Moco Cadiz au large des côtes bretonnes, celui de l'Erika. Il est allé voir les plateformes éoliennes offshore qu'on installe au grand large. Il a documenté la conquête des pôles. Donc on voyage vraiment un peu sur toutes les mers du globe, même s'il n'a pas fait que ça. Il a aussi beaucoup documenté l'Iran de l'ayatollah Khomeini, par exemple. Mais donc voilà, c'est vraiment moi je trouve que c'est bien pour le musée de la Marine de mettre à l'honneur ce photographe qui a vraiment une œuvre assez importante. Il y a 140 photos là qui sont présentées. Et ça peut être une alternative, parce qu'en ce moment, par exemple, il y a l'exposition Douaneau dont on parle beaucoup. Il y a souvent beaucoup de monde. Là, il y a un petit peu moins de monde, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Et donc, c'est jusqu'au 7 août au musée de la Marine. Une autre exposition qu'il ne faut pas rater, d'après vous, Françoise, et d'autant plus qu'elle se termine bientôt, le 28 juillet prochain, c'est celle consacrée aux Mamelouks. Et on va au musée du Louvre. Voilà, alors là, c'est tout autre chose. On est dans un univers de guerriers très raffinés, les Mamelouks, qui ont régné pendant 2 siècles et demi sur une partie de la péninsule arabique, sur le Levant, sur l'Égypte. Donc, je ne vais pas vous refaire l'histoire des Mamelouks, parce que c'est assez long. Mais Mamelouk et pas Mamelouks, d'ailleurs, j'ai mal prononcé tout à l'heure. Oui, parce que là, je pense qu'il y a plusieurs orthographes qui existent, donc on ne vous en tiendra pas rigueur. Et donc, c'était souvent des jeunes garçons esclaves qui étaient islamisés, qui étaient éduqués, élevés, formés aux armes, qui devenaient après des émirs, qui avaient des escouades d'hommes. Donc une société assez guerrière, enfin très guerrière même, mais aussi très artistique, culturellement, très religieuse, très littéraire. On trouve d'ailleurs dans cette exposition, et c'est aussi pour ça qu'elle est remarquable, beaucoup d'objets. Beaucoup d'objets. Ça, c'est la force du Louvre. Il peut avoir des prêts d'objets très, 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 très beaux. Il y a par exemple des Corans qui sont des modèles qui viennent des bibliothèques, des plus grandes bibliothèques du monde, qui sont des modèles de calligraphie, d'enluminure. Il y a de la vaisselle, il y a des armes, des monnaies, beaucoup des tissus également. Et il y a toute une partie architecturale qu'on n'a pas pu déplacer au Louvre, mais qui est rendue sous forme de film. Et donc, ça permet d'avoir une immersion dans cette culture, et c'est un peu dans la pénombre du Louvre, donc ça fait du bien quand il fait chaud dehors d'aller au Louvre un petit peu se rafraîchir. Donc c'est les Mamelouks, et c'est jusqu'au 28 juillet prochain, voilà. Donc courez-y si vous n'avez pas encore l'occasion d'y aller. Cap sur la peinture, à présent, Françoise, en compagnie d'un certain David Hockney. Alors David Hockney, on en a déjà parlé. L'exposition a commencé il y a un petit moment, mais c'est vrai que je voulais rappeler que c'était une exposition qu'il ne fallait pas rater, parce que David Hockney, c'est le peintre chéri des Britanniques. Je pense que le dernier grand peintre vivant du XXe siècle. Et il y a eu Lucian Freud et Francis Bacon, mais on peut voir à la Fondation Cartier quand même une grande partie de son œuvre. Son œuvre qui est gigantesque par ailleurs. Voilà. Alors là, c'est la plus grande exposition jamais organisée. Et surtout, il y a 400 œuvres. Et surtout, c'est une exposition qu'il a composée avec la Fondation Louis Vuitton. Donc il était là derrière. Et je pense que c'est l'occasion un peu de voir, parce qu'il est quand même très âgé,
de voir comment un peintre de son vivant organise un peu l'œil sur une telle carrière. Hein. C'est pour ça qu'il faut aller le voir. Il faut aller le voir, oui, parce qu'en plus c'est très séduisant à l'œil. Hein. David Hockney, c'est de la couleur. Il y a effectivement la Californie des débuts, le Bigger Splash, c'est les piscines. On est décidément cette saison. On a la Californie donc des années 70. Après là, il a peint le Yorkshire, son Yorkshire, avec les saisons qui se déclinent. Donc c'est à la fois très coloré et très mélancolique. C'est une belle exposition à ne pas rater. David Hockney, dont on peut voir les peintures jusqu'au 31 août à la Fondation Louis Vuitton, dans le bois de Boulogne. À nouveau, une bonne idée potentiellement en cas de canicule. Vous vouliez encore nous parler, Françoise, d'une autre peintre, alors beaucoup moins connue pour le coup. Et il s'agit de Gabrielle Munter. Voilà, Gabrielle Munter. Alors c'est une peintre qui est assez peu connue du grand public. Alors c'est au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Et je vous avais parlé déjà de cette belle exposition sur Matisse et Marguerite qui était consacrée à la fille de Matisse, qui avait été un petit peu aussi, pas oubliée, mais en tout cas moins documentée. Et là, Gabrielle Munter, elle a été un peu éclipsée par son amant qui était Kandinsky. Donc souvent, c'est le cas des femmes au XXe siècle, souvent c'est muse 2, femme 2, c'est toujours un petit peu difficile de percer, mais elle a quand même été cofondatrice du Cavalier Bleu, qui est le groupe de peintres allemands expressionnistes. Donc toute sa vie, elle a expérimenté, et c'est intéressant parce qu'on voit vraiment comment la peinture de cette peintre évolue. Donc c'est une petite histoire de l'art et la redécouverte d'une peintre mise sous le boisseau. Donc le Musée d'Art Moderne, là, est vraiment dans son rôle. Et c'est aussi une exposition vraiment intéressante à découvrir, qu'on ne verra pas de sitôt, donc allez-y. Donc à voir aussi, c'est jusqu'au 4 août au Musée d'Art Moderne de Paris. Quittons à présent les salles climatisées, Françoise, pour le spectacle et les concerts en plein air, parce que c'est un fait, à Paris, les théâtres sont fermés la plupart du temps durant l'été. Les spectacles se font a priori plutôt rares, mais il y a d'autres possibilités. Alors il y a des possibilités, il faut aller dehors. Donc là, cette fois-ci, je vous emmène à l'extérieur. Il faut dénicher ça dans les parcs et jardins. Alors je n'ai pas testé les spectacles parce qu'ils vont se donner, ce sont souvent des petites formes, il y a beaucoup de danse, beaucoup de déambulation. Donc vous irez les tester, mais moi je peux vous donner des lieux où on trouve des spectacles cet été. Donc il y a toujours le théâtre de verdure du Bois de Boulogne, du Jardin Shakespeare. Donc ça, c'est un lieu qui est connu, de l'été, on peut y aller, se mettre au vert et voir Shakespeare. Il y a un spectacle pour les enfants en matinée, alors il faut voir les jours, c'est pas tous les jours, mais on peut voir. Et il y a aussi La Tempête de Shakespeare, Prospero qui va sur son île avec sa fille Miranda. Donc c'est un des beaux lieux à découvrir pour voir des spectacles. Et il y a un autre rendez-vous estival traditionnel classique, c'est devenu un classique en tout cas, et c'est de la musique classique, c'est le festival Au Vert qui se tient au Parc Floral. Voilà, alors classique, c'est passé de simple tremplin pour la scène à quand même une scène où on peut voir des valeurs sûres et également des étoiles de la jeune génération. Et cette édition, il y a quand même pas mal de grands noms, des artistes de la trempe d'une Isabelle Druet, Guillaume Bellhomme qui fêtera les 150 ans de Ravel, on aura même Thibaut Covin qui fêtera ses 40 ans, et on a même du Boulez. Donc c'est dire que ça brasse très large. Et donc il y en a un peu pour tous les goûts, et c'est au Parc Floral, voilà, grand lieu traditionnel. Et puis Françoise, il y a le festival Paris l'été qui inaugure cette année de nouveaux lieux. Oui. Alors le festival Paris l'été qui déambule, alors une fois, c'est souvent, il y a toujours la cour du lycée Jacques Decour, et là cette année c'est dans les Tuileries, puisqu'il y a une programmation qui est composée avec le Louvre. Dans ce qu'on appelle le carré des Sangliers, une scène a été dressée. Donc on peut y voir cet été, fin juillet, de la danse et de la musique. Il y a Birds on a Wire, il y a Sarah Forever. Voilà, la liste est longue, donc je vous la passe, mais il faut regarder sur le site. Il y a les parterres, il y a des promenades dans les parterres, donc il faut aussi se laisser emmener, déambuler. Le 2 août, c'est la canopée des Halles, il y a un trampoline qui va être installé et il y a un artiste qui va venir faire des trampoline de haut vol, et on a toujours les squares des 17e, des 18e, la cour du lycée Jacques Decour, donc des lieux où on s'assoit, on vient, c'est assez bon enfant, et c'est des moments finalement très agréables. Et bien voilà, que des bonnes idées pour passer des moments agréables et pour passer un bel été en culture. Merci beaucoup Françoise Dargent, rédactrice en chef aux pages culture du Figaro. Merci de nous avoir partagé vos coups de cœur tout au long de cette saison. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis
Un grand bravo à Agnès qui ce soir a repris derrière la régie un peu en dernière minute les commandes. Merci à toute l'équipe en charge de la préparation de l'émission, bien sûr, Marie, Amélie, Marine et Cyprien. Merci aux réalisateurs derrière la régie, à Victoire et Damien que j'ai eu le bonheur de remplacer cette saison. Merci à Vincent et Laurence pour leur confiance. Cette émission, vous pourrez la retrouver en replay d'ici quelques minutes sur le site du Figaro. Et puis lundi, notez bien le rendez-vous, vous retrouverez le fabuleux Damien Canivez pour une émission spéciale 14 juillet en direct de 9h à 13h. Soyez au rendez-vous toutes et tous, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur toutes vos box. À bientôt.